l'islam hier, demain. Bienvenue à tous. Dans cette causerie, j'ai choisi de vous parler d'un grand penseur et d'un grand esprit qui est Ibn Khaldoun. Pourquoi Ibn Khaldoun? Parce qu'Ibn Khaldoun est né en 1332, donc dans le premier tiers du XIVe siècle. Et il est mort en 1406, tout au début du XVe siècle. C'est une époque clé dans l'évolution de la pensée islamique, de la déculture des sociétés musulmanes et aussi de ce que nous appelons la civilisation musulmane. Il y a un avant Ibn Khaldoun et un après Ibn Khaldoun. Donc la date de 1406 est une date repère pour les historiens parce que il s'agit de comprendre pourquoi Ibn Khaldoun, maghrébin, issu d'une famille venue du Hadramaut en Andalousie, et donc une famille noble, de noble ascendance. On a parlé du Nasab. Ibn Khaldoun, donc, d'une grande famille noble, va avoir une carrière exemplaire du point de vue des problèmes que la biographie d'Ibn Khaldoun et sa carrière à la fois d'homme politique et de savant, elle soulève des problèmes qui nous font réfléchir sur l'état de la pensée islamique, l'état de la culture islamique, non seulement au Maghreb, mais dans l'ensemble des pays convertis à l'islam et qui sont musulmans, depuis le Maroc jusqu'en Indonésie. Et le regard qu'Ibn Khaldoun va porter sur son époque mérite d'être enseigné, et il l'est, heureusement. Mais je ne sais pas si tous les professeurs qui enseignent la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire son œuvre maîtresse, la Muqaddima veut dire l'introduction, une sorte de longue préface qu'Ibn Khaldoun a écrite pour présenter son grand livre d'histoire qui est intitulé Kitabul Ibar fi Tarikh al-Barbar. Le mot Ibar en arabe, ça n'est pas seulement un exemple que l'on donne aux hommes pour l'imiter parce que c'est le bon exemple. Le mot Ibar, c'est une réflexion sur la conduite des affaires politiques dans la cité. Et ce sont les conclusions que la réflexion sur ces conduites de ceux qui gouvernent la cité, les responsabilités exercées par les califes, les émirs, les sultans, ceux qui ont la charge du pouvoir, eh bien, il y a des leçons à tirer de ces conduites pour être méditées et, si possible, pour ne pas répéter des erreurs évidentes, des échecs très dommageables pour les sociétés, pour la culture. Et donc Ibn Khaldoun a en vue une réflexion critique sur l'histoire de ceux qu'il appelle al-Barbar. Nous constatons qu'au XIVe siècle, un grand écrivain maghrébin, un grand savant maghrébin, qui ouvre les yeux sur les sociétés maghrébines, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc actuel, ces pays que nous nommons actuellement avec des frontières politiques en ce temps-là, c'était Al-Maghrib. Al-Maghrib divisé en Ifriqiya, ce qu'on appelait l'Ifriqiya, c'est une unité politique qui comprenait la Libye, la Tunisie, jusqu'à Constantine en Algérie, donc il y a une partie de l'Algérie, c'est un grand morceau du Maghreb, et puis le Maghreb al-Awsat, c'est-à-dire le Maghreb central, qui est l'Algérie actuelle, jusqu'à Tlemcen, la frontière entre le Maroc actuel et l'Algérie,
et puis le Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire le Maghreb extrême. Et ces divisions sont reflétées politiquement au temps d'Ibn Khaldoun par les dynasties qui régnaient à Tunis, où nous avons la dynastie des Hafsides, à Tlemcen, où nous avons la famille des Abd el-Wadid, qui exerçait le pouvoir à Tlemcen, et puis à Fès, avec la dynastie des Mérinides. Donc nous avons là une sorte de carte qui représente déjà ce que va devenir cet espace maghrébin, avec les Turcs quand ils vont occuper la Libye, l'Algérie et la Tunisie, tandis que le Maroc, sous les Ottomans, reste autonome, il reste marocain, il n'est pas occupé par les Ottomans, et ceci est important à retenir pour la suite justement de l'histoire du Maghreb. Mais au temps d'Ibn Khaldoun, nous allons apprendre beaucoup de choses de l'analyse qu'il fait des modes d'exercice du pouvoir par les dynasties que je viens de nommer, car il va analyser les mécanismes de conquête du pouvoir par chaque dynastie et les mécanismes qui conduisent chaque dynastie à être remplacée par une nouvelle dynastie après 3 générations. Voilà, il a élaboré cette théorie en observant l'exemple des Almoravides, l'exemple des Almohades, l'exemple des Mérinides au Maroc, l'exemple de beaucoup d'autres dynasties, comme les Banu Hamad, comme les Abd-el-Wadid, comme les Zirides, comme il y en a plusieurs, et de son temps les Hafsides. Effectivement, au bout de 3 générations, à peu près, disons, une centaine d'années, la dynastie qui arrive au pouvoir au début est très forte parce que, dit-il, les chefs qui ont conduit une famille au pouvoir sont liés par une forte solidarité sociale, qu'il appelle la Asabiya. Donc pendant la première génération, cette solidarité va opérer et donner beaucoup d'efficacité à l'exercice du pouvoir politique. La deuxième génération, il va y avoir des disputes entre les enfants, la descendance du sultan, du fait de la structure de la famille en islam, du fait de la possibilité pour un musulman d'épouser plusieurs femmes, et au-delà des femmes légitimes, il peut avoir plusieurs concubines. Par conséquent, nous allons avoir une descendance étendue, mais cela n'est pas terminé, nous le voyons encore aujourd'hui, pas au même degré, où cela se passait dans les dynasties musulmanes en Proche-Orient comme au Maghreb. Et donc, la deuxième génération va voir s'instaurer un affaiblissement progressif du pouvoir central du fait des disputes pour la succession, disputes entre les héritiers. Et la troisième génération, les choses empirent, la multiplicité des prétendants au pouvoir augmente encore, et donc la dynastie perd les moyens de contrôle du pouvoir, et il y a une autre famille qui va venir, comme par exemple le mouvement almohade, le Mouahidoun, qui vient du sud marocain, et qui vont remplacer la dynastie almoravide antérieure. Et évidemment, il y a des disputes d'ordre religieux, c'est pour ça qu'on dit al-Mouahidoun, ceux qui professent l'unicité de Dieu. Ça, c'est pour dire que les Almoravides ont failli à l'orthodoxie musulmane, n'ont pas respecté les exigences de l'unicité de Dieu telle qu'elle est enseignée toujours par la théologie orthodoxe. Ils vont donc utiliser des arguments de type religieux pour conquérir une légitimité politique et éliminer les prédécesseurs dont le pouvoir nous explique Ibn Khaldoun. Je parle au nom d'Ibn Khaldoun. J'essaye de résumer les enseignements d'Ibn Khaldoun dans sa grande Muqaddima que l'on traduit en français par le mot savant, les prolégomènes. Les prolégomènes, c'est un gros livre que l'on met à la tête d'un autre livre pour introduire
à une intelligence critique de tout ce qui va être dit dans le livre qui est ainsi précédé par une sorte de théorie de la société, de théorie du pouvoir politique, pour que on ne se contente pas de rapporter les événements les uns après les autres et ne rien comprendre aux mécanismes profonds qui commandent ces événements politiques dans la société. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad, فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. Alors à la prochaine soirée. L'islam, hier, demain.